Bonjour à tous et bienvenue dans notre Zoom, aujourd'hui en compagnie d'Egon Kragel. Bonjour monsieur. Bonjour. Vous êtes spécialiste d'ufologie, c'est la science des ovnis, les fameux objets volants non identifiés. C'est une parascience, parce qu'elle oui, n'est pas reconnue officiellement encore. Oui. Vous avez déjà publié l'ouvrage OVNI Enquête sur un secret d'État et voici le dernier, OVNI, les 12 dossiers que le Pentagone ne s'explique pas, publié chez Max Milo. Alors avant d'évoquer votre ouvrage à proprement parler, j'aimerais qu'on parle de ce qui s'était passé le 27 avril 2020. Le département de la défense des États-Unis avait diffusé 3 vidéos d'observation de phénomènes aériens non identifiés qui avaient été filmés en 2004 et en 2015 par des pilotes de l'armée américaine. C'était une première, puisque là c'était plutôt motus et bouche cousue. Si tu l'ouvres, ta carrière c'est terminé. Absolument. Pourquoi ce retournement des autorités américaines? Très dommageable. Ouais. En fait, ça a commencé, si je peux me permettre, ça a commencé quelques années auparavant. Ça a commencé en décembre 2017. Et c'est le quotidien New York Times qui a balancé un pavé dans la mare en révélant que le Pentagone enquêtait clandestinement sur les ovnis. C'est-à-dire qu'il existait un programme occulte sur les ovnis. Ce programme a été mené entre 2007 et 2012. Il a coûté quand même la modique somme de 22 millions de dollars. Et évidemment, ça a créé un tsunami, c'est-à-dire que d'un seul coup... Et on s'est rendu compte qu'en fait, ce programme a continué au-delà de 2012. C'est ça, c'est-à-dire qu'en fait, le Pentagone a été obligé de reconnaître la véracité des faits en disant effectivement, nous avons mené cette enquête. Mais, vous savez, 2012, on a tout arrêté parce que c'est pas vraiment intéressant, etc. Or, le New York Times a persisté et signé en révélant que c'était faux, que le Pentagone mentait éhontément parce que cette enquête perdurait en fait. Alors cette information sur ces vidéos, je me souviens le JT de France 2 en avait parlé, tous les médias mainstream en avaient parlé. Alors dans la foulée, ce qui s'est passé, dans la foulée, c'est que le New York Times a rendu public en fait 3 vidéos qui avaient été tournées par des pilotes aguerris, des pilotes de l'Air Force, et le Pentagone était resté extrêmement discret, c'est-à-dire sans vouloir dire que si c'était vraiment authentique ou pas. Et après le succès de ces vidéos, certaines sont devenues absolument virales. Le Pentagone a reconnu absolument l'authenticité de ces vidéos. Et alors pourquoi le Pentagone a cette attitude je reconnais que ces vidéos existent, je les diffuse moi-même. Ça vient aussi du Sénat, parce que... C'était sous l'ère Trump, tout ça. Oui, parce que Harry Reid, qui était le gouverneur du Nevada, qui est décédé d'ailleurs le 28 décembre dernier, et qui était quand même chef de file de la majorité au Sénat, avait, lui, entrepris cette démarche. Cette enquête menée par des militaires avait été induite par Harry Reid. Et donc Harry Reid a poussé le gouvernement dans ses retranchements et a exigé en fait un rapport qui a été rendu public. C'est ce rapport qui a changé vraiment la donne. Et ce rapport a été rendu public en juin 2021 et c'est un rapport qui pose question. Alors ce rapport s'est penché sur 144 cas d'observation d'OVNI. Et sur ces 144 cas, le rapport nous dit qu'il s'agit visiblement de physical objects, c'est-à-dire donc d'objets physiques, c'est une première. Là, c'est le ministère de la Défense nord-américaine qui parle. Il explique que ces objets ont semé la pagaille la plupart du temps lors de manœuvres militaires, ce qui pose problème sur la sécurité nationale. On nous dit aussi que ces objets ont été détectés par un matériel extrêmement pointu, matériel électro-optique, infrarouge, des radars. Donc aujourd'hui, on a un matériel qui est vraiment extrêmement performant, ce qui fait qu'on commence à avoir des détails extrêmement précis sur ces objets. Et puis ces objets... Quel genre de détails, par exemple ? Je pense... ça, ils n'en ont pas trop parlé, mais visiblement sur leur composition.
Le métal utilisé ou si c'est du métal absolument. Comme c'est un rapport préliminaire, ils n'ont pas encore tout dévoilé. Hein. Son nom d'ailleurs, c'est un rapport préliminaire. Mais ça viendra. Visiblement, ils ont promis qu'un rapport beaucoup plus circonstancié et fourni suivrait. Mais on apprend aussi que ces objets ont une manœuvrabilité absolument incroyable. Ouais, alors on va en parler dans un instant. Voilà. Je voudrais d'abord vous entendre sur cette chose-là. Évidemment, ça a fait la une des journaux pendant un certain temps, cette information du Pentagone qui diffuse des vidéos, mais voilà, c'est passé assez rapidement à la trappe, et puis l'indifférence des masses, les masses sont restées assez indifférentes. Je veux dire, il n'y a pas eu de descente dans la rue, d'hystérie, les extraterrestres existent. Pourquoi cette indifférence ? Pas tant que ça. Moi, ce que j'ai noté, et ce qui est quand même encourageant, c'est que soudain, le phénomène n'est plus raillé. Et n'est plus balayé d'un revers de main docte en disant ce sont de l'Asie, ce sont des calembredaines qui n'ont aucun intérêt. C'est-à-dire qu'à partir de la remise du rapport, on a posé un regard totalement différent sur le sujet. Vraiment, tout autour de la planète. Même nous, en France, qui sommes extrêmement cartésiens, issus des Lumières et doutant de tout, on a eu, par exemple, magnifique papier dans le Courrier international qui a consacré 7 pages au sujet, et extrêmement sérieux. Faut-il avoir peur des ovnis ? C'était voilà le titre en accroche. C'est-à-dire qu'à partir de juin 2021, on a ôté, si vous voulez, l'étiquette ridicule dont était affublé, hélas, depuis des décennies, depuis plus de 80 ans, le sujet. Alors, on a, et vous l'évoquez dans votre ouvrage, des observations d'OVNI qui ont été faites dès la Seconde Guerre mondiale par des aviateurs. Absolument. Qu'est-ce qu'ils voyaient ? Ah, ça c'était dans les siècles d'affrontement de la Seconde Guerre mondiale. Alors, ça commence dans les années, vers 1940 jusqu'à 1945. La bataille d'Angleterre. C'est ça. Alors, chaque belligérant, c'est ça qui est incroyable, chaque belligérant, c'est-à-dire que ce soit des pilotes anglais, français, allemands, japonais, vont être poursuivis, le mot poursuivi peut être escorté, je préfère le mot escorté, par des boules lumineuses. Qu'ils appelaient les Foo Fighters. Alors voilà, qui sont soit métalliques, soit translucides, qui vont décrire comme des boules de Noël, et qui pour tous ces pilotes, absolument tous ces pilotes, les pilotes anglais en parlent très bien, parce que la RAF, vous savez, était à la pointe de l'aviation à l'époque. Il n'y a pas une sortie, certains mois, des pilotes de la RAF qui ne racontent pas cette histoire. Alors on les a appelés Foo Fighters. Les Anglais appelaient ça The Lights, la lumière, ou The Thing, la chose, et c'est la 415e escadrille, en fait, de chasseurs de nuit américaine qui les a appelés Foo Fighters, en s'inspirant d'une BD qui s'appelait Smoking Stover, qui était l'histoire d'un pompier complètement cinglé, et que on avait baptisé Foo Fighters, c'est-à-dire se battant contre le fou, et le mot fou vraiment viendrait du français feu, en fait. Hein, voilà. Et ça donc des boules des boules lumineuses qui accompagnaient, au bord de leurs ailes presque. Absolument, qui les escortaient, qui montaient soit du sol ou qui apparaissaient de nulle part, et qui tournaient autour des avions, qui tournaient autour des ailes, qui tournaient autour des cockpits, qui venaient en formation incroyable et qui disparaissaient. Le plus troublant, c'est qu'on a des rapports absolument précis aujourd'hui de pilotes de l'époque qui racontent qu'ils ont tiré sur ces sphères. Il n'y a pas eu de riposte. Et j'avais discuté avec un pilote anglais j'avais adoré, qui m'avait dit écoutez, il ne s'est rien passé. Le Foo Fighter absorbed the missile. C'est-à-dire que le Foo Fighter, j'adore le terme anglais, il a absorbé le missile et il ne s'est rien passé. C'est-à-dire que le missile n'est pas retombé, il n'a pas explosé. Il a disparu. Il a totalement disparu. Voilà. Alors, c'est des témoignages que vous avez recensés dans votre ouvrage. Ah oui, des témoignages extrêmement précis qui sont sourcés. On va en voir au moins deux. J'ai même les croquis des pilotes. De gens qui ont observé ces phénomènes. Oui. Lors des observations, la plupart des témoins évoquent des lumières, un silence absolu, des vitesses ahurissantes, des mouvements erratiques complètement dingues. Est-ce que
les Américains se posaient cette question pendant la guerre froide, est-ce que ça peut être une technologie humaine ? Oui, alors effectivement, chaque belligérant pensait que c'était l'ennemi, c'est-à-dire que les Américains et les Anglais étaient sûrs que c'était les Allemands, et ainsi de suite. Et puis à la fin de la guerre, on s'est bien rendu compte parce que on a eu accès aux documents secrets de bien des bases militaires. On s'est rendu compte que aucune nation n'avait conçu ces objets, ce phénomène. Et d'ailleurs, aucune nation n'en a jamais revendiqué ni l'usage, ni la paternité. Oui, parce que ça reste un mystère total. Vous parlez d'annulation, d'un système d'annulation de la gravitation, de la gravité. Oui, absolument, oui. C'est une hypothèse. D'accord. Là, nous sommes dans les hypothèses. C'est-à-dire qu'on est conscient aujourd'hui d'un phénomène, OVNI, c'est-à-dire y croire ou non ne change rien à la réalité de ce phénomène. Ouais. Maintenant, quelle est la nature intrinsèque de ce phénomène ? Je crois qu'il y a encore un long chemin à parcourir. Alors, c'est, je crois, la rencontre du troisième type lorsque l'on voit un être en chair et en os. Un ufonaute, on appelle ça un ufonaute, oui. À quoi il ressemble ? Parce qu'il y a certaines personnes qui décrivent un être et qui s'est présenté devant eux, qui avait à peu près la taille d'un homme, ou ça ressemble à quoi ? Alors, vous savez, nous avons eu un penseur magnifique, un philosophe, penseur fulgurant, qu'on a un peu oublié. C'est dommage parce qu'il faut se repencher sur ses œuvres, qui s'appelait Aimé Michel, et qui a été, on va dire, un pionnier en ufologie, c'est-à-dire que cet homme, qui était un mathématicien, qui parlait un nombre de langues incroyables, s'était intéressé au sujet, et il avait déclaré, à la fin de sa vie, après avoir passé des années d'études, que c'était un festival d'absurdité. Et je trouve que c'est la plus belle définition, parce que nous sommes face à un phénomène tellement protéiforme et tellement... qui plonge chez Racine dans tellement de domaines. Alors maintenant, effectivement... Il n'y a pas de portrait robot type de l'extraterrestre. En 1954, on a vécu une vague, en France, notamment en France. Enfin, c'était une vague planétaire. C'est le premier chapitre de votre ouvrage. Et c'était... on voyait des ufonautes, c'est-à-dire des espèces de personnages exotiques qui ressemblaient à des bonhommes Michelin, qui n'étaient pas du tout offensifs, des petits bonhommes. Ensuite, on a vu les petits gris, ce qu'on appelle les petits gris, qui ont été rendus très populaires par le film de Spielberg, Rencontre du troisième type, magnifique. Ces petits êtres chauves d'1m50 avec des grands yeux noirs en amande. Après, on a vu, certains racontent qu'ils ont vu des grands blonds magnifiques et des très jolies vénusiennes aussi de blondes, avec plein d'appâts appétissants. On a vu aussi soi-disant des créatures qui ressemblaient à sectoïdes, et les célèbres reptiliens. Hollywood adore les reptiliens, on a vu plein de... la série V. La série V, ils arrachent leur masque, et voilà, ce sont des espèces de sauriens effrayants. Bon, donc pas de portrait type. Il n'y a pas de portrait, non. Bon, alors, certaines personnes, et alors ça, c'est le témoignage, l'un des témoignages en tout cas les plus impressionnants de votre ouvrage. Certaines personnes racontent avoir été enlevées. C'est notamment le cas de cet officier américain que vous avez d'ailleurs rencontré en personne, le premier lieutenant Robert Salas. Est-ce que vous pouvez nous raconter l'histoire qu'il a vécue ? C'est une histoire absolument incroyable. Robert Salas était à l'époque dans le Montana, dans une base, la base de Malmstrom. Et alors, si vous voulez, quand vous arrivez dans le Montana comme ça, vous ne voyez, il n'y a rien. Vous avez un sol qui est un peu poudré de neige et vous avez 2-3 bâtiments qui paraissent totalement inoffensifs, genre les cabanes agricoles. En fait, tout se passe sous terre. Et c'était une base de missiles considérable. Oui, les silos sont enterrés. Les silos sont enterrés et eux vivent dans ce qu'on appelle des capsules, c'est-à-dire qu'ils sont enterrés à peu près 20 mètres sous terre et ils gèrent, en cas d'épisode, de menace, ils gèrent à peu près 10 missiles Minuteman qui sont des objets absolument terrifiants avec une charge nucléaire vraiment capable d'une destruction absolument massive. Et donc un jour, ça s'est passé en 67, un jour, donc Robert Salas était en poste, comme d'habitude dans sa capsule, et puis il reçoit un appel d'un officier de garde de surface qui lui dit « Écoutez, je ne sais pas quoi faire, on est survolé par une espèce d'objet sphérique, en espèce de forme de disque, énorme. » Et lui pense au début que c'est une blague, en se disant « Ils ont bu... » Mais en doutant quand même, parce qu'il me disait, vous savez, c'est un personnel quand même... sérieux, professionnel. Surtout quand ils sont en faction, donc on ne peut pas jouer avec ça. Avec des missiles nucléaires. Et il a raccroché quand même, il s'est dit, bon, il a raccroché, sur le coup ça l'ennuyait un peu. Le téléphone ressonne, et là le garde hurlait en disant...
il survole les silos, enfin, l'objet est au-dessus de nous. Et Robert Salas me raconte qu'à ce moment-là, si vous voulez, les 10 missiles ont été désactivés, c'est-à-dire sont rentrés dans ce qu'on appelle a no-go situation. No-go, ça veut dire qu'on ne peut plus les contrôler. Et c'est, comment vous dire, c'est là où ça pose vraiment problème, parce que c'est techniquement impossible. Et techniquement impossible parce que ces 10 missiles sont contrôlés de façon totalement indépendante. Donc il faut une technologie qui nous dépasse totalement pour pouvoir mettre hors service, si vous voulez, 10 énormes missiles qui sont commandés de façon indépendante. Et donc le phénomène, l'OVNI a disparu, finalement les missiles ont pu être remis en état de fonctionner. Il a fallu plus de 24 heures. Et donc quelques années après, Robert Salas affirme... Alors d'abord, il a été convoqué. Il a été avec son supérieur, parce que le supérieur a débarqué dans la capsule. Lui n'a pas pu voir l'OVNI parce qu'il me disait qu'il n'avait pas l'ordre de sortir de la capsule, parce qu'il me disait, vous savez, imaginez qu'il y ait une invasion et l'ennemi pouvait avoir accès directement. Donc lui, il était enfermé. Il a pu discuter après avec le personnel de garde qui a confirmé. Enfin, plusieurs personnes ont assisté à la démonstration de ce phénomène, de cet objet, visiblement. Et il a été convoqué vers sa hiérarchie, et on lui a fait signer des papiers en lui disant qu'il était hors de question qu'il parle de ça jusqu'à sa mort, et qu'il ne s'était rien passé. Voilà. Et il a appris, entre-temps, que, si vous voulez, la base de Malmström, il y avait plusieurs silos comme ça, abritant chacun à peu près 10 missiles Minuteman. Et il avait appris qu'une semaine auparavant, 10 autres missiles avaient été désactivés. C'est-à-dire qu'en l'espace de quelques jours, 20 missiles ont été totalement désactivés par un phénomène volant toujours non identifié aujourd'hui. Et il témoigne également d'un enlèvement, ce Robert Salas. Oui, alors, des années après, il s'est senti le devoir de parler. Il m'a dit que pour lui que c'était quelque chose, c'était un devoir citoyen. Et donc, il a eu des sanctions d'ailleurs? Il a rendu public? Non, absolument pas. Bon. Et il a aussi raconté que suite à cela, il avait un jour été, pendant une nuit, alors qu'il dormait tranquillement, sa pièce soudain était baignée d'une lumière bleue et qu'il y avait des petites créatures, justement, celles qu'on voit dans le film. Et vous l'avez rencontré, ce Robert Salas? Oui, ça a l'air d'être un homme totalement sain de corps et d'esprit. C'est un homme absolument délicieux, c'est un homme extrêmement sain d'esprit, c'est un homme... totalement fiable. C'est un homme totalement fréquentable. Alors, il a eu cette expérience d'enlèvement et il s'en est souvenu, mais plusieurs années après, quand il en a parlé à sa femme, il y a quelque chose qui lui est revenu. Absolument. Et qui lui a dit, est-ce que tu te souviens d'une lumière bleue dans notre chambre en telle année? Vous savez, alors et tout lui est revenu à ce moment-là. Ça, c'est totalement récurrent dans ces cas qu'on appelle d'abduction, où des personnes prétendent être enlevées par des créatures de l'espace, extraterrestres visiblement. Et ce qui se passe dans la plupart des cas, si vous lisez la chronique, vous allez le noter, c'est que la plupart de ces personnes mettent un long moment avant de se souvenir. C'est-à-dire c'est comme s'il y avait ce qu'on appelle des memory screens, des écrans mémoire, comme s'ils ne devaient pas se souvenir sur l'instant. Et c'est des années après que soudain affleurent et ressurgissent les souvenirs de ces moments violents. Et ça a été moi, il m'a dit, Robert Salas m'a confié, il m'a dit que ça a été un épisode extrêmement désagréable parce que ces petites créatures ont prélevé des tissus sur lui, absolument. Ils lui ont enfoncé une aiguille dans l'aine et il m'a dit c'est la douleur la plus monstrueuse que j'ai ressentie dans ma vie. Alors, il semble évidemment que ces ovnis portent un intérêt particulier pour le phénomène des radiations, puisqu'on les voit au-dessus de ces missiles dans ce témoignage. On les aurait vus également survoler le site de Tchernobyl avant et après la catastrophe des années, je ne sais même plus quand c'était, dans les années 80. Pourquoi ils s'intéressent autant que ça à la radiation? Alors, je vais vous raconter une chose très troublante, c'est-à-dire qu'il existe un tropisme évident
entre ce phénomène et les lieux liés à l'activité nucléaire, aujourd'hui, on n'a aucun doute là-dessus. Dès la création du projet Manhattan, en 1943, qui était la création et l'expérimentation de l'arme nucléaire, la plupart, tous, mais je dis la plupart, mais en fait tous les endroits stratégiques, militaires, secrets liés au nucléaire sont survolés par des lumières et des aérolites. Je peux vous affirmer, parce que nous avons aujourd'hui des documents déclassifiés, que l'armée américaine à l'époque est dans un état de panique, absolument de panique. Donc l'armée américaine, les hautes instances du Pentagone, vont demander un rapport concernant ces apparitions de lumière et d'objets. C'est le docteur Laplace qui va se coller à cette recherche. C'est un mathématicien et un astrophysicien. Et il va rendre un dossier en 1950 qui s'appelle aujourd'hui encore le rapport Laplace. Vous pouvez le télécharger sur Internet. C'est un rapport de 37 pages. Ce qui est extrêmement troublant, mais extrêmement troublant, c'est que n'importe quel ennemi qui, en 1950, aurait eu ce rapport en main, pouvait, sur une carte des États-Unis du Nord, pointer tous les endroits militaires, stratégiques, secrets liés au nucléaire. Roswell, où il y avait la flotte des bombardiers, qui ont tristement amené cette destruction à Nagasaki, Hiroshima. Vous avez Killeen, vous avez Alamogordo, vous avez Los Alamos, vous avez Sandia, tous les endroits où il y a eu où on stockait les têtes nucléaires, où on travaillait sur le nucléaire, où tous ces endroits ont été absolument visités. Et ce rapport Laplace le prouve encore aujourd'hui. Faites l'expérience, vous allez voir, c'est absolument incroyable. Vous prenez le rapport Laplace, vous mettez une carte des États-Unis et vous pointez, et tous les endroits secrets, absolument stratégiques, névralgiques, sont désignés par ce phénomène. Alors j'aimerais qu'on en vienne à ce témoignage de l'ex-chef de la sécurité aérienne d'Israël, qui s'appelle Haïm Eshet. Il a déclaré, c'est tout récent, en juin 2021, « Les extraterrestres existent. Ils seraient même en contact avec les États-Unis et Israël depuis des années. Les extraterrestres sont organisés en une fédération galactique. Ils auraient passé de nombreux accords avec les États-Unis et Israël via une base secrète sur Mars. » On nage en plein délire ou quoi ? Vous savez, il y a des tas de témoignages similaires. L'ancien ministre des armées japonaises avait déclaré des choses de cet acabit, l'ancien ministre de la Défense canadienne exactement. Vous avez des astronautes incroyables, Edgar Mitchell, qui est l'astronaute américain qui a le record de marche de l'astronaute français, non ? Non, Edgar Mitchell est américain. Ah d'accord, américain d'Apollo. D'accord. Qui avait déclaré, lui, qu'il avait vu des tas de documents comme quoi le gouvernement était en deal avec des créatures d'outre-espace, etc. Gordon Cooper, un grand astronaute américain, lui a même filmé une soucoupe lors d'un entraînement dans le désert. Il racontait ça, une soucoupe est arrivée, lui il était persuadé, il parlait de présence extraterrestre, etc. Donc on a beaucoup de témoignages et de personnes, on va dire, qui... De premier plan, l'homme dit, voilà, je n'ai plus rien à perdre, je suis gradé, j'ai reçu des prix, je suis respecté dans les universités. Il dit que même que Donald Trump, à l'époque, aurait été empêché de révéler l'existence de ces êtres pour ne pas provoquer d'hystérie collective. On peut aller plus loin. Jimmy Carter, président des États-Unis, a fait une observation d'OVNI. On a sa déposition officielle. Jimmy Carter, lors de sa campagne présidentielle, avait promis en 1976 au public américain, si je suis élu, j'ouvrirai tous les dossiers sur les ovnis, les extraterrestres. Il n'a pas pu le faire, il a été empêché, c'est ce qu'il a dit. Ronald Reagan a fait une observation d'OVNI, il a témoigné. Il y a une histoire absolument incroyable aussi. Vous savez, il y a eu en 1980 à Rendlesham, alors ça c'est en Angleterre, c'est un cas absolument incroyable,
dans une base de l'OTAN, liée au nucléaire, toujours, c'est une base américaine en Angleterre. Une observation d'OVNI absolument insensée. Ça s'est passé pendant 2 nuits. Le colonel Holt, qui dirigeait la base, avait cru que c'était un canular au début, parce qu'il appelait, c'était pendant les vacances de Noël, et on lui disait, non, les soldats sont en train de courir, ils chassent l'OVNI dans les bois. Donc il est venu en disant, je vais mettre de l'ordre, il est arrivé, et le soir où il arrive, les soldats lui disent, ils sont là. Et le colonel raconte qu'il a vu un objet, enfin ils sont plusieurs gradés, ils sont survolés par un objet gigantesque qui se sépare en 6 objets différents et qui partent dans des directions totalement opposées. Plus donc proche de nous. Donc vous avez des gens incroyables, et ça va jusqu'à Margaret Thatcher. Parce qu'il y a une enquêtrice anglaise qui s'appelle Georgina Bruni, qui est une femme qui a écrit un livre exceptionnel sur le cas de Rendlesham, qui a approché Margaret Thatcher et qui a osé lui poser la question en lui disant mais, cette histoire d'OVNI, vous en pensez quoi? Et Margaret Thatcher, sans la regarder, lui a dit, elle lui a dit, vous savez, on ne peut faire qu'une chose aujourd'hui, c'est rassembler les témoignages et surtout ne rien dire aux gens. Don't tell the people. Le livre de Georgina Bruni s'appelle Don't tell the people. Donc vous voyez qu'il y a énormément de personnes, de pouvoir, beaucoup de militaires, beaucoup de gens qui parlent. Chacun raconte son histoire. Moi, je reste dans l'ouvert. Voilà, je suis gourmand d'anecdotes concernant le sujet, mais je ne tranche pas parce que je crois qu'il faut aussi rester extrêmement prudent. Mais vous me disiez avant cet entretien que voilà, vous avez un papa qui était colonel dans l'armée de terre, qui était un homme sérieux et qui vous a, via ses amis, intéressé à ce sujet. Moi, je suis tombé dans le sujet parce que mon papa, qui était donc colonel, avait des amis pilotes et il organisait quelquefois des dîners le dimanche. Et sur la nappe blanche des dimanches, vous voyez, les discussions étaient très ennuyeuses, d'un ennui putride pour l'enfant que j'étais, parce que ça parlait d'Algérie, sauf quand il y avait ses invités. Mais je pense que quand le vin était bon et que la chair était goûtue, les langues se déliaient, et là les pilotes parlaient de rencontres absolument incroyables, d'objets. Moi, je me souviens d'anecdotes où un ami disait qu'il avait été face à un objet, un immense disque métallique, un disque, c'est-à-dire sans moyen de propulsion, imaginez un pilote, il n'y a pas d'empennage, il n'y a pas d'aile, il n'y a rien, ça sort d'où? Et cet objet tournait autour de ses ailes. C'est-à-dire, je ne sais pas si vous voyez là quand même la manœuvrabilité, la technologie quand même de ce phénomène qui nous prouvait que quelque part notre belle technologie était préhistorique. Donc ils racontaient ça. C'était des gens extrêmement sérieux. Mon papa était très pragmatique et on parlait de ça très sérieusement. Ils ne pouvaient pas en parler librement par rapport à la hiérarchie parce qu'ils perdaient leur licence de vol. Hein. Alors moi, ce qui était très étrange, c'est que quand on en parlait à la maison, on en parlait vraiment yeux dans les yeux et sans sourire. Et quand je quittais la maison, j'en parlais aux parents de mes amis, tout le monde me regardait en disant le petit, il a la tête lui tourne, voilà. Et puis mon papa en 96 est parti de l'autre côté des fleurs et ça a été pour moi, je sais pas, à ce moment-là, voilà. Un désir naturel d'écrire un livre sur ce sujet parce que j'avais avec lui de magnifiques échanges extrêmement sérieux. Un hommage à votre papa avec ce livre, Egon Kregel, OVNI, les 12 dossiers que le Pentagone ne s'explique pas, que nos téléspectateurs pourront retrouver sur la boutique officielle de TV Liberté. Merci monsieur d'être venu. Mais merci à vous.